Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais m'attaquer à la 1066 Go de chez Zotac, quoique mini serait plus approprié vu qu'il s'agit d'un modèle compact. Le packaging en 3 mots, c'est classique, propre et ce qu'il y a à l'intérieur est bien protégé et c'est tout simplement ce que l'on demande. Avec à l'intérieur évidemment donc le bundle avec le CD contenant les drivers qui seront bien évidemment obsolètes, donc je vous conseille d'aller télécharger les dernières versions sur le site de Nvidia. Il y a aussi une version numérique du manuel de la carte ainsi que du logiciel Firestorm, donc qui est la suite pour GPU de chez Zotac, avec évidemment donc pour terminer un petit autocollant Zotac ainsi qu'une pub de leur SSD. Donc on va à l'essentiel avec un petit flyer pub. Comme dit précédemment, on est face à une carte relativement compacte car celle-ci fait 2 slots d'épaisseur par 175 mm de longueur et 111 mm de largeur. Niveau esthétique, elle est extrêmement sobre, elle n'a pas de backplate, elle a un carénage full black, tout comme son PCB, mais c'est pas pour autant que la carte n'en est pour autant mal finie et délaissée car nous retrouvons donc un petit logo Zotac sur le ventilo ainsi que sur le carénage avec 3 petites raies gris. Après il est clair que cette carte n'a pas été conçue pour l'esthétique mais plutôt pour les configs de LAN avec des boîtiers extrêmement restreints. 3 displays full size, un DVI, un HDMI, soit en gros toute la connectique qu'il vous faudra pour connecter vos écrans. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez connecter que jusqu'à 4 écrans sur cette CG. Pour l'alimenter, celle-ci aura besoin donc d'un 6 pins car elle consomme aux alentours des 110-120 watts. Et sur le côté, nous retrouvons évidemment le petit connecteur SLI. Ah non, désolé, c'est réservé qu'à ses grandes sœurs. Et ça m'est bien dommage parce que ça m'aurait permis de faire des trucs un petit peu marrants avec mes deux cartes. Niveau technique, cette carte disposera donc d'un GPU qui montera à 1506 MHz de base, 1708 en boost, mais évidemment avec le Turbo Boost 2.0 elle montera bien plus haut en fonction de sa température. Elle a aussi donc 1280 Q d'accord, 6 Go de GDDR5 à 8 GHz avec un bus mémoire de 192 bits. Bref, ça c'était pour les specs techniques chiantes dont tout le monde s'en fout. Maintenant, on va passer quand même au plus intéressant, c'est-à-dire ses performances. Et comme vous pouvez le voir dans les résultats en bench, cette carte se déroule extrêmement bien en Full HD, sachant que les benches tournaient à fond. Le seul endroit où la carte pêche un peu, c'est dans TimeSpy, où lui par contre est un bench en 2K, donc on voit réellement que cette carte est faite pour la Full HD. Et les perfs en jeu viennent approuver cela. Tous les benches que vous voyez actuellement sont réalisés en 1080p, avec les graphismes à fond, ou en épique, ou en ultra, avec l'anti-aliasing à fond, bref, en full, simplement. Et on se retrouve avec des jeux qui tournent à 58, 60 FPS, voire même plus pour les jeux moins gourmands, ce qui montre réellement à quel point cette carte est réellement performante, sachant qu'il s'agit quand même d'un modèle entrée de gamme dans les 290 €. Certes, le minage est passé par là et cette carte a quand même pas mal augmenté, surtout les modèles haut de gamme en double fan, mais cette carte on dispose quand même d'un putain de rapport qualité-prix, surtout quand on voit les perfs qu'elle nous présente. Pour terminer cette partie bench, je vais vous donner un petit conseil, faites le comparatif ultra élevé dans vos jeux. Et là vous allez vous apercevoir très simplement que le rapport performance-graphisme est plus intéressant de faire tourner ces jeux en élevé. Et du coup justement Joverclock avait fait une petite vidéo sur le sujet, je vous mets évidemment le lien en description. Et du coup si vous êtes intelligent et que vous baissez vos paramètres en élevé, vous mettez votre anti-aliasing à moitié, et bien cette carte vous durera putain de longtemps. Voilà, tout simplement, et vous aurez des performances encore plus affolantes. Mais du coup il manque un petit truc, l'overclocking, ce serait peut-être bien d'en parler un petit peu. Alors certes c'est d'une carte single fan, je vous le déconseille de le faire, mais bon ça m'a pas empêché de lui faire prendre un plus 210 sur le core clock et un petit plus 500 sur la VRAM. J'aurais pu au passage peut-être y monter un peu plus haut vu que c'était de la VRAM Samsung, mais bon voilà, j'ai pas souhaité pousser un peu plus loin car on sentait très clairement que le système de refroidissement peinait, et pour ça, pour en arriver à ce niveau là j'étais obligé de mettre la ventilation à fond. Donc pour de l'OC, clairement partez sur des modèles double fan si vous le pouvez, je vous le conseille très sincèrement. Sinon niveau température et nuisance sonore en fréquence stock, honnêtement elle se débrouille très bien. Les températures tournaient aux alentours des 76 degrés à peu près, sachant qu'il faisait quasiment 28-30 degrés dans la salle où je benchais. Niveau nuisance sonore, le petit ventilo de 90 mm fait quasiment aucun bruit malgré qu'il tournait quand même à 75%. J'ai tout simplement rien à dire niveau nuisance sonore et température. Au vu du RAD qui est extrêmement basique, cette carte se débrouille clairement bien. Pour conclure, je vous recommande fortement cette carte si vous avez des petits châssis et que vous recherchez d'excellentes performances. Et si je devais tout simplement la résumer en 3 mots, ça serait petit mais puissant. Désolé Tom, j'ai pas pu m'en empêcher. Bref, maintenant je vous dis à la prochaine. Pour les questions, c'est en dessous, les likes, les dislikes ainsi que le bouton s'abonner aussi.
Aujourd'hui, il est temps de relancer cette chaîne que j'ai délaissée à cause d'autres priorités. Bref, il est temps de revenir sur la scène du hardware à faire. Salut à tous, c'était Eric Phoenix. Oh bordel, comment j'ai fait